Si la taxe Zuckman semble écartée par le Premier ministre, quelle alternative est possible pour augmenter la taxation des plus fortunés, à laquelle les Français sont favorables à une écrasante majorité, à en croire les sondages? Bonjour Franck. Bonjour David. Franck Dedieu, rédacteur en chef au magazine Marianne. Déjà juste une question philosophique un petit peu, mais dans un pays comme la France, qui est parmi les moins inégalitaires du monde, et où la pression fiscale est à contrario, et c'est lié parmi les plus élevées, il y a cette demande de plus de justice fiscale, mot qui revient souvent. Qu'est-ce que ça traduit de la France, D'abord, de la psychologie ça, française? ça traduit, je dirais, une fidélité à son histoire, puisque la France est très attachée à la notion d'égalité, et notamment que cet objectif d'égalité se fasse par l'entremise de l'État. Ça, c'est une vieille tradition française issue de la Révolution. Et effectivement, vous pouvez avoir des chiffres qui montrent qu'il y a une pression fiscale supérieure à la moyenne, qu'il y a une redistribution qui est réelle. Et sur les revenus, Franck, sur les revenus, cette redistribution, j'ai plus les chiffres en tête, mais avant et après transferts sociaux, les écarts sont très très largement corrigés, hein, absolument. en termes de Donc, revenus entre les plus riches et les moins riches. absolument. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est pas se dire est-ce que les Français sont trop égalitaristes, est-ce qu'ils n'ont rien compris? C'est de se dire est-ce que finalement, cette spécificité française qui est celle de l'interventionnisme étatique et d'une volonté d'égalité, pourquoi aujourd'hui elle reprend de la vigueur? À mon avis, vous avez fait cette remarque sur les revenus. Ce qui émerge de l'internationalisation du capital, ça a déjà été largement dit, y compris sur votre chaîne, c'est l'augmentation de deux formes de plus-value, la plus-value immobilière, et là on voit des explosions de patrimoine, et la plus-value boursière. Alors, Mais qu'on s'il y a voit des dans tous les pays, pays, c'est pas propre à la France. C'est oui, propre sauf aux que, politiques monétaires, notamment des banques centrales très basses, qui ont gonflé les prix des actifs. oui, tout à fait, sauf qu'en France, ce gonflement des plus-values boursières et des plus-values immobilières, les Français y voient un gisement fiscal de recettes. Et ils se disent, à partir du moment où hier, on a dit que ce sont les salariés qui devraient travailler plus pour combler les retraites, le trou des retraites. Aujourd'hui, ce sont quelque part, via la baisse des dépenses, les classes moyennes et les classes populaires qui devront faire un effort. Les Français, naturellement, pour des raisons historiques et même philosophiques, vous avez tout à fait justement prononcé le mot, se disent ce n'est pas normal qu'on puisse avoir un tel gonflement des salaires, pardon, pas des salaires, Des justement, patrimoines. du patrimoine, sans que les plus riches fassent un effort. Vous remarquerez que le centre y est favorable, la gauche évidemment, mais que même du côté des macronistes, la stabilité fiscale était un élément fondateur, on a parlé même de totem, eh bien, ce principe-là vacille, et tout simplement, il vacille face aux exigences budgétaires. Et donc, quand vous avez des patrimoines qui augmentent de 50% depuis le Covid, donc je regardais à Marianne, on a regardé le patrimoine des 10 fortunés, des 10 fortunes françaises, il a augmenté d'environ 50% depuis le Covid. Donc, qu'est-ce que c'est que la taxe Zuckman? La taxe Zuckman, concrètement, vous avez vu passer des centaines de graphiques. La taxe Zuckman, c'est un impôt sur la plus-value, plus que sur le capital, puisque quand vous avez 50% de plus-value, si vous fiscalisez de 2% le patrimoine, en vérité, vous prenez une partie de la plus-value réalisée. Donc c'est ça qui fait que les Français se disent, mais pourquoi ne pas solliciter l'intervention, la sollicitation, pardon, des plus riches. À chaque En bord revanche, politique, juste Franck, chaque bord politique oui, propose sa solution. À gauche, c'est la taxe Zuckman, oui, rejetée oui, par le Premier ministre. À droite, on ouvre la porte à un impôt sur les holdings patrimoniales, avec la taxation des trésoreries dormantes, on l'a évoqué ici. Au centre, c'est vrai qu'on réfléchit
un impôt sur la fortune improductive, c'est une espèce de néo-ISF. Quelle est la bonne, moi je me dis juste, mais quelle est la bonne formule? Est-ce qu'on peut cocher plusieurs cases en même temps? Se dire que Ben finalement, non, en fait, on peut pas. la bonne formule juste pour dire que on touche un minimum de gens, ceux qui ont le plus, donc les très très riches, on évite de les faire fuir, on évite que ce soit néfaste pour l'économie française et que ça rapporte aussi quand même un peu, beaucoup, aux caisses de l'État. Ou est-ce que c'est pas possible de trouver une formule? En fait, nous, on a regardé à Marianne, on a passé en revue les différentes formes de taxation des plus riches, de l'IGF, l'impôt sur les grandes fortunes de 80, on a pris l'année À l'époque de 83, Mitterrand. de Mitterrand, Ouais. l'ISF dans sa dernière version en 2018, l'IFI de 2024 et cette fameuse contribution exceptionnelle qui était déjà euh, attendue dans le budget 2025 par Barnier puis par Bayrou. Et on s'est aperçu qu'effectivement, ce dilemme que vous décrivez est tout à fait juste. C'est-à-dire que lorsque vous avez euh, une population importante, je pense par exemple à l'ISF en 2018 qui finit par toucher 358 000 personnes, vous devez forcément avoir des taux faibles puisque vous ne touchez pas à des hyper riches, mais à une forme de bourgeoisie installée qui après tout a toujours payé ses impôts, a fait preuve de patriotisme. Et donc là, vous devez forcément avoir un taux faible. Euh, pour vous donner nos résultats, l'IGF, ça touchait 100 000 personnes, foyers, par personne, foyer, et ça a rapporté en euros d'aujourd'hui 1,9 milliard. C'est-à-dire que l'IGF de Mitterrand rapportait moins ou à peu près pareil, que l'IFI de Macron. Donc vous vous apercevez qu'on reste toujours dans la même logique. Là, en ce qui concerne la contribution... L'ISF, dans ses plus belles années, c'était 5 milliards d'euros de mémoire Voilà, de c'est 5 recettes milliards, fiscales. exactement. Là, Absolument. la taxe Zuckman nous parle potentiellement entre 15 et 20 milliards d'euros. D'autres Voilà. experts disent c'est plutôt 5, et encore, c'est pas entre 15 et 20. Mais où est la solution par rapport à ma question? Et le fait de revenir en arrière, c'est hyper intéressant d'avoir ce recul-là. Mais comment on répond à ma question sur comment taxer les riches sans nuire à l'économie réelle? Je pense que quand vous êtes en charge de combler des déficits publics, vous devez vous dire, et c'est le mérite de la taxe Zuckman, me semble-t-il, c'est qu'il faut toucher assez peu de personnes et sur des patrimoines très importants. Et donc cette idée de 2%, qui pouvait peut-être ne pas être annuelle, qui pouvait peut-être ne pas être 2%, mais 1%, effectivement, vous aviez la possibilité d'un gisement fiscal énorme avec un mécontentement, entre guillemets, de 1800 foyers. Ce qui était finalement une sorte de martingale budgétaire. En revanche, effectivement, ces employés-là, ces foyers-là, ont ont une capacité, je dirais, à employer, à dégager des profits et donc à faire tourner l'économie française. Et finalement, le raisonnement conduit toujours à la même chose. C'est-à-dire que est-ce que ces personnes-là, vous pouvez tourner dans tous les sens des équations budgétaires, longues comme le bras, vous pouvez publier des tableaux, j'ai vu sur Twitter, les économistes étaient pour, contre, publier des tableaux par décile de revenus, par décile, etc. Il y avait des controverses d'ailleurs intéressantes. J'invite tous qui s'intéressent à l'économie à les regarder. Mais en vérité, à la fin des fins, quand vous vous adressez à 1800 foyers, eh bien, vous vous adressez aussi à leur patriotisme. C'est-à-dire que, est-ce que... Bien sûr, mais sans que ça devienne confiscatoire. On ne sait même pas d'ailleurs si le Conseil constitutionnel validerait une taxe Zuckman avec 2% en incluant l'outil professionnel. Alors, moi, je considère que quand vous avez fait 50% de plus-value boursière depuis le Covid, renoncer à 2% du capital, je pense que ce n'est pas confiscatoire. Après, si c'est tous les ans, c'est tous les ans. Alors, c'est en ce sens que quelque part, on pouvait imaginer une taxe Zuckman qui soit pour combler les trous de 2-3 ans, pour arriver à passer, à faire... Ouais, sauf qu'en France, vous savez, Franck, en général, quand le temporaire dure une éternité. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. Ça, c'est aussi c'est une idée reçue. Il y a quand même la CRDS, ça vous parle? Oui, mais la vignette, ça a duré quand même très longtemps. Mais ça a quand même été supprimé. La taxe d'habitation, ça a été supprimé. On peut aussi faire confiance à la parole de l'État dans notre pays.
Et puis aussi, il faut faire confiance aux personnes. Je veux dire, ces 1800 foyers doivent se dire ils ont une relation avec la nation. Sont-ils, je dirais, des citoyens du monde qui se disent après tout que je contribue à combler le déficit public d'un pays qui est défiscalisé ou peu fiscalisé, ou que ce soit la France, finalement, ça m'est un peu égal parce que je ne me sens pas une destinée commune avec mes compatriotes parce que tout simplement, je ne les vois plus, je ne les fréquente plus, et, ou alors, quelque part, il me pointe du doigt depuis des semaines et ça commence à bien faire. Je l'entends cet argument, mais il y a un moment donné où, si vous voulez, lorsque les grandes fortunes eh bien, ne jouent pas une sorte d'obligation, cet amour-propre social, c'était une définition d'Émile Durkheim, pardon d'être un peu cuistre, mais un grand sociologue français qui dit le patriotisme, c'est un amour-propre social, c'est-à-dire quelque chose de très intime, un amour-propre, et pourtant qui se répand avec une dimension collective. C'est quelque chose d'individuel qui se conjugue au pluriel. C'est ça la République, finalement, Après, la chose publique. Donc il faut qu'il y ait un sentiment d'appartenance à quelque chose de commun. Ces gens qui ont fait fortune, ils doivent beaucoup au système scolaire, à l'État, aux consommateurs français quand même, qui ont permis de lancer leur société. Et donc, il y a quand même un certain nombre de devoirs à l'égard de la collectivité, qui ne doit pas se transformer en confiscation, je suis bien d'accord. Moi, je pense. Et il est où le point de passage? On voit bien que le chemin de crête est très étroit. Tout à fait. Et on se quitte là-dessus, mais encore une fois, une taxe qui touche peu de gens, qui rapporte un peu sans que le taux soit confiscatoire, le barycentre, il est où? Eh ben, en fait, vous posez une question. Il faut que ça passe aussi à droite, il faut que ça passe aussi, ce qu'on gagne avec le PS, aussi, il y a l'équation politique, il ne faut pas le perdre à droite non plus. Tout à fait. Mais vous posez une question quasiment de philosophie politique, et pourtant qui conduit à se résumer à un taux et à une durée. Donc peut-être que c'est 1% ou 1,5%, et sur 3-4 ans, peut-être que c'est ça. Mais ça, si vous voulez, on peut en débattre. Mais ce que je trouve bien, et je vous remercie David, c'est que finalement, sans être dans l'invective, en gros, salaud de riche d'un côté ou l'assistanat, ça suffit de l'autre, on peut aussi en débattre de façon un peu technique et en bonne intelligence. Et donc, pour moi, c'est déjà beaucoup aujourd'hui de pouvoir débattre de cette question, de savoir ce qu'est le patriotisme, qu'est-ce que ça suppose pour des plus-values boursières. Est-ce que les plus-values boursières sont totalement légitimes quand vous avez des gens qui ont du mal à vivre de leur travail? Est-ce que ça suppose pas une contribution exceptionnelle de la part des plus riches? Moi, je pense que oui, mais ceux qui veulent affiner la discussion, je ne vais pas forcément en faire des ennemis de classe. Et je trouve que c'est bien de pouvoir en discuter, et je regrette que depuis quelques semaines... Oui, c'est un débat qui manque de sérénité. Hein. Totalement, et qui finalement... Parce que vous parlez, votre point de départ n'est pas économique. Et on en arrive à parler de taux, 1%, 2%, à parler d'assiettes bien professionnelles, exonération de quelques trucs. Œuvres d'art, on ne parle pas de réintégrer les œuvres d'art aussi dans les... Tout cela. Vous voyez, vous apercevez que c'est ça la grandeur de notre débat, la grandeur de notre pays, c'est que sous ces dehors philosophiques et politiques, qui finalement proviennent presque de la gabelle, eh bien, se cachent des questions très techniques dont il faut pouvoir débattre aussi, et en faisant confiance aux gens pour le comprendre. C'est pas qu'un débat technique entre économistes ou entre de codicilles au sein d'une loi de finances, c'est aussi faire confiance aux gens pour en débattre. Faire confiance à la rationalité politique et fiscale des citoyens. Moi, c'est ce que je retiens de mes quelques années sur ces sujets-là. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Franck Dedieu, rédacteur en chef économie au magazine Marianne. Merci Franck, c'est toujours un plaisir. Merci David. Bye bye.